Zakweli, l'entretien de la matinale. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous accueillons Moutar Salim, écrivain, conférencier et membre de l'Observatoire de la violence à Mayotte. Moutar Salim, bonjour. Bonjour André, bonjour Yumna, bonjour Kala. Bonjour. Vous êtes par ailleurs l'auteur de cette tribune qui a été publiée dans la presse locale avec ce titre « La réalité de la violence juvénile à Mayotte effraie. Quelle solution ?» Point d'interrogation. Alors on a souvent effectivement essayé de chercher des solutions pour lutter contre la violence et la délinquance à Mayotte. Vous expliquez dans cette tribune que finalement on ne trouvera pas de solution si on ne connaît pas ou si on ne comprend pas les raisons, l'origine de cette délinquance, de cette violence juvénile. C'est ça le cœur de votre sujet. Exactement. D'où l'intérêt de l'Observatoire des violences à Mayotte. Voilà. L'Observatoire des violences à Mayotte est là essentiellement pour disséquer toutes les problématiques des violences à Mayotte et pour retrouver les causes et les origines qui permettront de solutionner la problématique. C'est ça l'avantage de cet observatoire. Donc c'est un excellent outil, donc il faudrait l'utiliser, qui est composé, je prends 2 minutes pour parler de ça, des comités de pilotage, ce sont les grandes institutions territoriales qui sont ici, Donc, on va parler du rectorat, de la préfecture, du conseil départemental, du tribunal, de la caisse de sécurité sociale, voilà. Et puis un comité scientifique qui réunit essentiellement 3 grandes universités, l'université de Mayotte, l'université de La Réunion et l'université d'Aix-Marseille. Ces 3 universités réunies, autour de ces 3 universités, il y a des personnalités qualifiées. Donc, moi, j'interviens en tant que personnalité qualifiée. Par exemple, Alice Datman intervient en tant que personnalité qualifiée. Donc, et ensuite, cet observatoire, on l'a fait asseoir sur le conseil de l'éducation de l'environnement de Mayotte. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez observé alors depuis sa création qui est maintenant... cet observatoire existe depuis environ 1 an. Un an, parce que l'observatoire a débuté le 4 février 2020. On l'a préfiguré en novembre 2020. C'est-à-dire, on a presque l'année 2021 comme outil de l'observatoire. Donc, on n'a pas beaucoup avancé parce que la Covid est toujours là, donc c'est pas toujours facile, mais on est dans les mêmes stratégies que font la plupart de la population de Mayotte, constater ce qui se passe et recueillir les données dans un premier temps. Alors, il y a quelques semaines, j'ai demandé à une élue municipale de Tsingoni l'origine, les raisons des violences entre Kombani et Mirerini qui durent depuis plus d'1 an maintenant, et elle en était incapable. Elle ne savait pas d'où venait, pourquoi cette violence, comment ça se fait que 2 villages n'arrivent pas à s'entendre depuis plus d'1 an maintenant. La grosse difficulté de ce phénomène de violence, il faut toujours le prendre dans la manière de son émergence. En réalité, elle est arrivée à un moment pour marquer une rupture par rapport à la société traditionnelle d'antan. C'est comme ça qu'elle a apparu. Elle a apparu, elle n'est pas aussi récente. Les gens pensent que c'est les quelques jours, là où il y a les quelques mois ou les quelques années, qu'il y a la violence à Mayotte. La violence a débuté ici depuis très très longtemps. On marque le point de départ en 1993. En 1993, vous vous rappelez, André, vous étiez là certainement, il y a eu le grand mouvement social qui avait conduit aux incendies des grandes institutions de Mayotte. Incendie de l'Office du tourisme, incendie des services fiscaux, incendie de la CIM, incendie de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Ce jour-là. Voilà. Le premier fait de violence réelle. Et là, ce n'était pas des faits de délinquance juvénile. Ce n'était pas des jeunes, n'était pas des enfants qui l'avaient fait. Voilà. C'est la manifestation qui a abouti à cette situation. Donc, les gens ont brûlé ces institutions et en marge de cette manifestation, émergent les premiers phénomènes de civilité des jeunes. Parce qu'on a vu les cabines téléphoniques cassées pour récupérer un peu de sous. Voilà, tout ça tournait. Et moi, je suis vraiment au courant parce que j'étais en même temps acteur, puisque j'étais responsable d'un syndicat. Donc, voilà. Et en même temps, j'étais, tout juste quelques années après, 1 an après, j'étais assesseur au tribunal d'enfants. On venait de créer le premier tribunal pour enfants à Mayotte et j'étais assesseur avec Madame Moustapha Aziza. Donc, on voyait déjà émerger
les premières incivilités liées aux jeunes. Donc c'est à partir de ce moment-là. Et à partir de là, feu Mariama Salim et le Patrick Brossier, procureur de la République, ont dit pourquoi ne pas créer la Prédéma. Et la Prédéma, l'Association pour la prévention de la délinquance à Mayotte. On voit toute cette période-là émergent des solutions, des outils pour déjà contenir la violence. Et là va rentrer un élément qui est aujourd'hui d'actualité, mais beaucoup de gens, bon, c'est un élément très important, puisque vous vous rappelez, en 1994, Édouard Balladur instaure le visa. Donc si on instaure un visa, ça veut dire qu'il y a un phénomène d'immigration qui commence à inquiéter, interroger. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc ce sont ces phénomènes-là qui ont débuté à cette époque-là. Donc il y a toute une partie émergente de la violence dans ce que j'appelle moi la collectivité territoriale de Mayotte, c'est-à-dire 1976 jusqu'en 2001. Donc dans cette partie-là, on voit naître les premiers phénomènes de violence qui cassent un peu la société traditionnelle que nous avons connue par le passé. Et vous expliquez ensuite dans votre tribune qu'un peu plus tard, donc de nos jours, l'une des raisons essentielles, c'est le développement de l'inégalité sociale finalement. Ah, ça, c'est très important. Ça, on en parle très peu parce que au fond, les gens pensent que la problématique de l'immigration clandestine est la cause de tous les phénomènes de violence. C'est une des causes. Tout simplement. Mais il faut aller encore en profondeur et voir qu'il y a d'autres causes. Et notamment, partout où il y a des inégalités, automatiquement émerge de la violence, quelle que soit. Dès qu'il y a des inégalités, ils vont émerger de la violence. Et les gens ne le voient pas, mais on voit très bien que la société de Mayotte, mahoraise, est très compartimentée. Et la compartimentation crée la stratification et crée des inférieurs et des supérieurs. C'est une société... Par exemple, oui. Alors, c'est très simple. Ici à Mayotte, il y a des nationaux et des étrangers. Dans les nationaux, il y a des expatriés et des locaux. Et c'est clair. Et dans les étrangers, il y a qui sont en situation régulière, il y a qui sont en situation irrégulière. Et les 4 compartiments vivent dans la proximité, mais ne vivent jamais dans la mixité. Donc il y a qui vivent dans les taudis, il y a les autres qui vivent dans les anses. Un peu comme ça. Et une fois qu'on crée cette image-là, on crée des subordinations, et une fois la subordination est là, tout le monde, on peut être différent, mais personne n'aime être inférieur. Et donc, sur les 4 groupes, vous dites, certains se sont positionnés un au-dessus de l'autre, etc., dans leur façon d'interagir dans la société. Exactement. Et ça crée des tensions. Des tensions, des frustrations, automatiquement. Moi, je prends un exemple très simple. Quelle importance a un jeune, ou un monsieur, ou une femme quelconque, de se mettre sur la route, d'attendre passer un transport sanitaire et de flinguer dessus, d'envoyer des caillasses? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il y a dans le transport sanitaire? Quel est le malade qui est transporté? Je ne sais même pas c'est quoi ce malade-là. C'est qui? Il y a un transport sanitaire qui quitte Zoumonia, qui arrive sur Mamoudzou, il a été cassé. Pourquoi? Cette personne-là est en train de nous dire tout simplement, regardez-moi, j'existe quand même. Hein? C'est une violence d'affirmation. Il veut tout seulement s'affirmer ou à dénoncer quelque chose. Mais quoi dénoncer? C'est ce qu'il faut chercher. Qu'est-ce qu'il dénonce? Les jeunes qui ont attaqué le docteur Abdel-Jabbar Seyed Kombo en 2018, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Eux, on savait qu'ils cherchaient de l'argent. Ils cherchaient de lui piquer le téléphone. Donc, on sait que ça, c'est un autre type de violence. Voilà. Mais les gens qui vont attendre un moment le passage des véhicules de police ou de l'ordre, voilà, ça c'est notre type C'est un message. C'est un message, voilà. Et la solution n'est donc pas forcément répressive ou judiciaire, mais il y a aussi des réponses sur lesquelles il faut réfléchir, liées au développement du département. On a donc quelque part raison de réclamer un peu plus de bienveillance de la part de la République, de la part de l'État. Oui, moi je dis que l'image qui a été montrée il y a 2 jours à la télé, des manifestants qui cherchent l'égalité sociale, ils ont tout à fait raison. Moi, je pense que l'égalité sociale est un des outils qui permettrait vraiment de résoudre ce problème de violence. Mais quand on nous annonce une égalité sociale probable
pour dans 10, 15, 20 ans, on aura le temps de manifester encore et de vivre. C'est pour ça qu'il faut aller très très vite, parce qu'en réalité, l'égalité sociale est l'une des conditions sine qua non pour la liberté. Si tu n'as pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Les gens sont contents ici à Mayotte qu'ils aient la liberté, mais la liberté qu'on a ici, c'est la liberté de choix, tout simplement. On peut choisir ce qu'on a envie de choisir, on peut choisir notre élu, on peut choisir notre maire, on peut... Mais la liberté de circuler, on l'a pas. Et ça, c'est la liberté fondamentale. C'est celle qui avait été dans la devise de Bamana et de Zenamdire et de Marcel. Nous voulons être français pour être libres. C'est pouvoir circuler tranquillement. On n'a pas ça parce que vous sortez dans les rues, vous tomberez sur des coupeurs de route qui vont vous embêter. Vous n'avez plus cette liberté-là. Donc, vous créez de nouveau aussi une subordination, le fait que vous n'avez pas cette possibilité, que le pouvoir est tenu par un groupe de gens, que sur la route, il faut la loi. Donc, tu es soumis à ce pouvoir-là. Donc, tu n'es pas aussi libre. Dans les années 80-90, effectivement, on a vu cette violence s'exprimer également violemment, et effectivement, dans le département de La Réunion. C'était l'époque où ils réclamaient également l'égalité sociale, si je ne m'abuse. Il y a eu ces événements qui ont même amené des décès, des morts à La Réunion, au Chaudron, si je ne m'abuse. Il y avait cette période-là. Est-ce que et après, il y a eu un après et un avant Chaudron, clairement. Le département de La Réunion a décollé après, lorsque tout à fait. En réalité, l'égalité sociale te remet directement dans la devise de la République. Une fois que vous avez l'égalité... Mais est-ce qu'il faudrait que Mayotte passe par ce genre de phénomène pour... Ce n'est pas propre à Mayotte. Tous les pays du monde, même La Réunion, vous venez de citer comme exemple, même la métropole, ont vécu ce genre de phénomène. Ce que nous on oublie, c'est que la France a débuté depuis 1789, Robespierre, Murat et Danton. Là, la République a commencé. Nous, ici, on a débuté depuis 1976. Et en débutant depuis 1976, on a vraiment beaucoup avancé. Mais on n'a pas obtenu ce que les autres ont obtenu au bout de 200 ans. Donc, on ne va pas refaire la révolution à Mayotte. On ne va pas refaire la révolution. On n'a plus de roi. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire à partir de ce moment-là, qu'en réalité, ce que nous souhaitons, c'est que cette égalité puisse nous apporter cette liberté et cette fraternité. Parce que la notion de fraternité, c'est une relation toute bête, une relation sociale. Et la relation sociale, tu ne l'as pas si vous considérez André inférieur à l'autre. Mais est-ce que cette problématique migratoire ne vient pas forcément freiner les choses? Comment avoir une égalité quand on sait qu'il y a une bonne part de la population qui n'a pas de papiers qui leur permettraient d'arriver à cette égalité? C'est pour ça que la problématique migratoire, il faut qu'elle soit traitée dans une problématique de migration. Parce qu'une fois qu'il est trop mélangé avec la problématique des violences, elle cache beaucoup plus de ce phénomène de violence où les gens n'ont pas toujours la possibilité d'aller revendiquer les outils de la violence, de lutte contre la violence. À titre d'exemple très simple, je l'ai pas écrit je suis persuadé que si les maires prenaient les responsabilités en matière d'occupation de l'espace, il faut être clair que l'espace ici à Mayotte est la propriété directe du maire. C'est le maire qui est propriétaire de sa commune, qui connaît toute sa commune. Il a des PLU, des plans locaux d'urbanisme. C'est lui qui voit émerger les petits taudis dans les coins. Voilà. Donc, lui, si vraiment il prenait sa responsabilité et qu'il gérait son espace, ou il demandait les moyens de gérer son espace, on a réglé beaucoup de choses en matière de ce phénomène de taudis et de bidonvillisation. Alors aujourd'hui, Moutar Salim, le problème n'est pas encore résolu et on voit de plus en plus de personnes se défendre, se faire justice eux-mêmes, même si le mot n'est pas vraiment utilisé. Du coup, on se demande jusqu'où est-ce que cela pourrait aller. Est-ce que vous évoquez cela dans l'Observatoire de la violence? On évoque, et puis on dit toujours que c'est pas toujours bien, parce qu'en réalité, à chaque fois que vous faites justice vous-même, vous sortez un peu dans les cadres tracés dans la République. La République a une justice, il faut respecter la justice, il faut lui donner les moyens à cette justice de travailler. Je donne un exemple. Le premier cas qui s'est déroulé sur le territoire très connu, en 2002, le maire de Bandélé met le feu à Ohamro. Il est passé au tribunal. Ça, c'est clair. Donc, à chaque fois qu'on fait justice soi-même, la conséquence est celle-là. Donc, il faut éviter de se faire justice soi-même et de croire à la justice et de respecter la justice. Après, les gens disent, bon, c'est trop lent, c'est clair, parfois c'est trop lent, la justice. Vous allez entendre. Mais
à ce moment-là, vous vous inscrivez dans une logique qui est celle de la République, d'admettre que nous avons une justice et de l'appliquer. Alors, parmi les solutions souvent présentées, il y a la scolarisation, permettre à tous d'être scolarisés. Il y a aussi le fait d'occuper les jeunes à travers le sport, le loisir, l'activité, l'emploi. Ça, ce sont les pistes de solutions souvent évoquées. Ouais. Est-ce que finalement, on n'est pas, à travers ces solutions, en train de saupoudrer, si on peut le dire ainsi, alors que on n'a pas réfléchi, on n'a pas assez mis le point sur les choses que vous évoquez tout à l'heure comme cause, comme origine? En tout cas, c'est des outils qui peuvent servir à toujours atténuer les phénomènes de violence. Ça, c'est clair. Mais le véritable problème de c'est la démographie. Mm-hmm. Donc moi, je plaide toujours pour une planification familiale dans ce territoire, parce qu'on va résoudre beaucoup de choses avec la planification familiale. Revenir à une famille qu'on peut vraiment gérer. Le problème ici, c'est qu'on gère 6 personnes. Ils n'ont pas de moyens, ces gens-là, de gérer 6 personnes dans la famille, papa, maman et 6 enfants. C'est la famille moyenne à Mayotte aujourd'hui. Et vous le dites bien, hier, on entendait ici une personne appeler pour, par exemple, s'inquiéter de la hausse de prix des produits de première nécessité, des produits de base, chose que ailleurs on Exactement, ne verrait pas trop. Tout à fait. Merci à vous.